J'ai regardé mon mari jeter des billets froissés à mes pieds, comme si j'étais une danseuse bon marché, devant ses amis hilars, sans jamais deviner que sa précieuse fortune était sur le point de disparaître à cause de moi. Les jetons de poker cliquetaient encore sur la table, quand Grant s'est levé et a plongé la main dans sa poche arrière. C'était un vendredi soir d'octobre, le genre de soirée fraîche et nette à Charlotte, où l'on laissait les fenêtres entr'ouvertes d'un pouce pour laisser entrer l'odeur de la cheminée du voisin. Colton Marsh était en plein rire à quelque chose que Becky avait dit. La télévision dans le salon diffusait une rediffusion de la NFL que personne ne regardait. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, entre la cuisine et le salon, tenant une pile de torchons pliés, car je venais de demander à Grant s'il pouvait me donner $60 pour les courses, avant que le magasin ne ferme. $60, a répété Grant, comme si je lui avais demandé un rein. Il a sorti une liasse de billets de sa poche. Il a feuilleté les billets avec son pouce, puis en a détaché 3 de $20. Puis, au lieu de me les tendre, il a fait un mouvement du poignet et les a laissés tomber. Ils n'ont pas glissé. Ils se sont froissés et sont tombés, éparpillés de manière inégale sur le parquet. L'un a atterri près du pied de la table de poker, l'autre a glissé presque sous le canapé. Voilà, bébé. Va faire tes petites affaires. Il a souri à Colton, comme s'il partageait une blague privée. Je suis resté là une seconde de trop. Becky a laissé échapper un léger sifflement et a dit, « Bon sang, Grant, tu donnes de meilleurs pourboires au club de striptease. » La pièce a ri. Grant a ri le plus fort. Je me souviens du son exact, un aboiement court et satisfait, comme s'il avait raconté une blague dont il était fier. Je me suis agenouillé sur le sol de ma cuisine, devant 3 hommes adultes, et j'ai ramassé des billets de $20 un par un. Mes genoux ont trouvé le froid du parquet. Mon visage a trouvé une chaleur qui n'avait rien à voir avec la cheminée. Colton n'a pas croisé mon regard. Becky a continué à rire dans sa bière. Grant s'était déjà tourné vers la table, il distribuait déjà la main suivante, il m'avait déjà oublié, dès l'instant où les billets avaient quitté sa main. « Tu es bonne joueuse, Mara » a-t-il dit, sans même me regarder. « C'est pour ça que je t'ai épousée. » Je me suis levé, $60 pliés dans le poing, et j'ai marché jusqu'à la voiture, sans dire un mot. Je me souviens avoir serré le volant, dans l'allée, pendant près d'une minute entière, avant de tourner la clé, fixant mon propre reflet dans le rétroviseur, une femme de 32 ans qui dirigeait autrefois une équipe marketing de 11 personnes, et qui maintenant ne pouvait plus acheter d'épicerie sans s'agenouiller d'abord. Ce fut la nuit où j'ai arrêté de me dire que les choses iraient mieux. C'était aussi, bien que je ne le savais pas encore, le début de la fin de tout ce que Grant Callaway pensait posséder. J'ai rencontré Grant Callaway en mars 2017, lors d'un gala de bienfaisance pour la Charlotte Regional Business Alliance. J'avais 26 ans, je travaillais dans le marketing pour un cabinet d'architecture de taille moyenne, et je portais une robe que j'avais achetée en solde pour l'occasion. Il avait 35 ans, déjà un nom dans l'immobilier commercial, le genre d'homme que l'on présentait par son titre de poste avant son prénom. Voici Grant Callaway. Il vient de finaliser le développement de Sycamore Ridge. Les gens disaient cela comme si cela signifiait quelque chose. Et à l'époque, je le laissais signifier quelque chose aussi. Il était drôle ce premier soir, vif, attentif, le genre d'homme qui se souvenait du nom du barman et lui donnait $50 de pourboire, juste pour voir son visage s'illuminer. Il m'a appelé le lendemain matin à 9 h, ce qui me semblait désuet et excitant. En l'espace de 4 mois, ils parlaient d'un avenir ensemble. En l'espace d'1 an, j'étais fiancée, et Vivian Callaway, sa mère, avait déjà choisi 3 lieux qu'elle voulait que nous considérions, sans nous demander notre avis. Nous nous sommes mariés en mai 2018, dans un vignoble près d'Asheville, 200 invités, un open bar qui coûtait plus cher que mon ancien salaire annuel. Ma sœur Dana était ma demoiselle d'honneur. Elle m'a serré dans ses bras, dans la suite nuptiale, avant la cérémonie, et a dit, « Il te regarde comme si tu étais la seule personne dans la pièce. Ne perds pas cela. » Je lui ai promis que je ne le ferais pas. Notre lune de miel s'est déroulée à Providencial, aux îles Turques et Caïques. 10 jours dans un complexe hôtelier, où Grant avait obtenu une réduction d'entreprise grâce à un client. Le 4e jour, nous avons flâné dans une rangée de stands de vendeurs, près de la marina.
J'ai trouvé un bracelet de perles fait à la main, 40 $, vendu par une femme qui m'a dit l'avoir fabriqué elle-même ce matin-là. J'ai demandé de l'argent liquide à Grant. Il faisait défiler des emails sur son téléphone, déjà à moitié revenu à Charlotte dans sa tête, déjà en train de penser à une affaire qui devait être conclue cette semaine-là. Il n'a même pas levé les yeux. Il a sorti 2 billets de 20 $ de son portefeuille et les a laissés tomber de ses doigts, sur le trottoir sablonneux entre nous. Les yeux de la vendeuse ont baissé, puis se sont levés vers moi, puis se sont détournés, d'une manière particulière qui signifie que quelqu'un a vu quelque chose qu'il aurait préféré ne pas voir. J'ai ramassé les billets par terre et les lui ai tendus, le visage brûlant sous le soleil des Caraïbes, et je me suis dit que c'était le stress. Gros voyage, grosses dépenses, décalage horaire, 100 emails qui s'accumulaient à la maison. Je me suis dit beaucoup de choses cette semaine-là. Aucune n'était vraie. C'était la première fois. Je ne savais pas encore que cela deviendrait un modèle, un rythme, un langage qu'il utiliserait avec moi pendant les 6 années suivantes. Grant gagnait de l'argent, du vrai, le genre qui se manifeste par une maison avec un garage pour 3 voitures et un bureau à domicile avec vue sur le parcours de golf. Mais l'argent n'était jamais le nôtre. C'était le sien, administré par bribes, selon ses conditions, à son rythme. 2 semaines après le mariage, il m'a fait asseoir à l'îlot de la cuisine, avec un bloc-notes et une expression sérieuse. J'ai réfléchi, a-t-il dit, tu n'as pas besoin de continuer à te tuer à la tâche au cabinet. Laisse-moi m'occuper de tout. Concentre-toi sur nous, sur la maison, sur ce qui te rend heureuse. Je me souviens m'être sentie reconnaissante. Je me souviens avoir pensé que j'avais épousé un homme suffisamment sûr de lui pour vouloir subvenir à mes besoins. Ce qu'il voulait dire, je ne l'ai compris qu'avec le recul, c'est qu'il voulait tout contrôler. Dans les 3 mois qui ont suivi mon départ, mon nom a été retiré de notre compte courant joint, pour des raisons fiscales, a-t-il dit. Je n'ai plus jamais vu de relevé bancaire. Je n'avais pas de carte de crédit à mon nom. Chaque dollar qui m'atteignait venait de sa main, et de plus en plus, il arrivait de la même manière qu'à Providencial, lancé, laissé tomber, éparpillé, comme si j'étais quelque chose à payer, plutôt que quelqu'un à entretenir. Il y avait eu un avertissement antérieur que j'aurais dû mieux comprendre. 6 mois après notre mariage, en novembre 2018, le père de Grant, Harold Callaway, est décédé subitement d'une crise cardiaque, à l'âge de 61 ans. À la réception des funérailles, Vivien m'a prise à part, les yeux humides, et a dit quelque chose qui m'a paru étrange, même à l'époque. Harold m'a caché des choses pendant 30 ans, a-t-elle dit, et il m'a dit que c'était pour ma propre protection. Grant est pareil. C'est comme ça que les hommes Callaway aiment. J'ai mis ça sur le compte de la peine. Je l'ai rangé dans un coin de ma tête, au lieu de le comprendre comme un mode d'emploi. Il y a eu un deuxième avertissement, plus discret, plus facile à manquer, qui est survenu 1 an plus tard. Pour notre premier anniversaire, en mai 2019, Grant m'a surprise avec un week-end à Charleston, un hôtel-boutique au bord de l'eau, une réservation dans un restaurant que j'avais mentionné une fois, des mois plus tôt, en passant. Je me souviens avoir été sincèrement émue, pensant, c'est l'homme que j'ai épousé. C'est la version de lui qui apparaît quand ça compte. Le deuxième soir, au dîner, j'ai commandé un verre de vin qui coûtait 19 $, et Grant a fait signe au serveur avant même qu'il n'arrive, et l'a remplacé par un verre de vin de la maison, à 7 $, sans me demander mon avis, sans un mot d'explication, juste une petite correction décisive faite en mon nom. Il ne s'agissait pas des 12 $. C'était la première fois que je comprenais, d'une manière muette que je ne pouvais pas encore articuler, que même lors d'un week-end entièrement conçu pour me célébrer, Grant avait toujours besoin d'être celui qui avait le dernier mot sur ce que j'étais autorisé à désirer. Je l'ai mentionné à nouveau des mois plus tard, à moitié en plaisantant, pour tâter le terrain, pour voir s'il s'en souvenait comme moi. Il ne s'en souvenait pas du tout. Tu inventes des choses maintenant, a-t-il dit, non pas méchamment, mais plus amusé qu'autre chose. Comme si je lui avais raconté une histoire sur un rêve que j'avais fait. C'était aussi la première fois que je comprenais autre chose, quelque chose qui allait définir les 5 années suivantes de mon mariage bien plus que le vin ne l'aurait jamais pu. Grant ne contrôlait pas seulement ce que je recevais. Il contrôlait ce que j'étais autorisé à me souvenir de la manière dont je l'avais reçu.
Pour notre deuxième anniversaire, le schéma avait pris forme. Les courses signifiaient 100 $ jetés sur le comptoir de la cuisine, parfois sur le sol, s'il était en pleine conversation téléphonique. L'argent de l'essence était jeté sur mes genoux pendant qu'il regardait le football, sans jamais interrompre le match pour me regarder. De nouveaux vêtements signifiaient des billets éparpillés sur la couette, comme s'il était un figurant de clip de rap en train de « faire pleuvoir ». Et il riait de sa propre blague, à chaque fois. « Voilà ma petite », disait-il. « Va te faire plaisir. » Comme si recevoir 40 $ jetés sur un couvre-lit était un plaisir et non une petite humiliation répétée, déguisée en générosité. La première vraie fissure est apparue lors d'un dîner, en septembre 2020, chez les Whitcomb. 6 couples autour d'une table dressée avec le genre de porcelaine que l'on ne sort que pour les invités. Le 40e anniversaire de ma sœur approchait, dans 3 semaines, et j'ai mentionné discrètement que je devais acheter un cadeau et peut-être participer au dîner que le mari de Dana préparait. J'ai demandé à Grant, assez bas pour que je pense que lui seul m'entendrait, si je pouvais avoir 80 $ pour cela. Il n'a pas baissé la voix en retour. « Tiens, ma chérie », a-t-il dit, détachant des billets de son pince-billets et les laissant tomber sur mon assiette, juste à côté de mon saumon inachevé, comme si j'étais un chien errant à qui il jetait des restes. La table est devenue silencieuse pendant une demi-seconde, puis, parce que c'est ce que les gens font, ils ont ri. Le mari de quelqu'un a dit, au moins, il est généreux. Et la table est passée au sujet suivant, comme si rien ne s'était passé. J'ai ramassé les billets sur mon assiette ce soir-là, avec de l'huile et du beurre citronné sur les doigts, et je n'ai rien dit. Dans la voiture, après, j'ai finalement dit quelque chose. « Tu m'as humilié tout à l'heure. » Le visage de Grant a changé instantanément. Ce changement particulier que j'avais appris à reconnaître, mais que je n'avais pas encore nommé. Humilié ? Je t'ai donné de l'argent devant mes amis et tu es en colère ? Sais-tu à quel point ça sonne mal ? Tu es trop sensible, Mara. Tout le monde a trouvé ça drôle. Tu es la seule à en faire une histoire. C'était le premier outil qu'il a utilisé sur moi, bien que je n'ai pas de nom pour cela à l'époque. Le gaslighting ne s'annonce pas. Il arrive silencieusement, déguisé en raisonnabilité, et il vous fait douter de ce que vous venez de voir de vos propres yeux. Je me suis couché cette nuit-là, rejouant la scène encore et encore, essayant de déterminer si j'avais vraiment réagi de manière excessive. Au matin, je lui ai présenté mes excuses pour avoir fait toute une histoire de rien. Il a accepté mes excuses comme si elles lui étaient dues. J'ai arrêté de demander de l'argent devant les gens. Après cela, j'ai commencé à demander en privé, discrètement, dans la cuisine la nuit, en choisissant le moment où il était de bonne humeur. Mais l'intimité n'a pas changé la mécanique. Elle a juste changé le public. Au printemps 2021, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. J'ai dit à Grant que je voulais ouvrir mon propre petit compte courant, séparé de l'argent du ménage, juste pour pouvoir gérer mon budget sans lui demander chaque article. Je l'ai formulé avec soin, de la manière dont on apprend à formuler les choses avec quelqu'un qui s'offense facilement. Il ne s'agit pas de confiance, ai-je dit. Il s'agit de ne pas te déranger pour chaque petite chose. Grant n'a pas crié. Il a fait pire. Il a appelé sa mère. Vivien est arrivée 2 jours plus tard pour ce qu'elle a appelé une « visite café » et a passé 40 minutes à m'expliquer gentiment, comme on expliquerait quelque chose à un enfant, qu'un mariage où la femme gardait de l'argent séparé était un mariage déjà à mi-chemin du divorce. Harold et moi n'avons jamais eu de compte séparé, a-t-elle dit. Pas une seule fois en 34 ans. Tu dois faire confiance à ton mari pour tout, Mara. Sinon, pourquoi fais-tu tout cela ? Elle l'a dit gentiment. Elle l'a dit comme un cadeau. Il m'a fallu encore 2 ans pour comprendre que c'était un mur que Grant avait construit, utilisant sa propre mère comme brique. J'ai laissé tomber. Grant n'a plus jamais évoqué le compte. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Il avait déjà gagné, et il l'avait fait sans élever la voix, sans qu'un seul billet de $1 ne touche le sol. Il avait simplement recruté quelqu'un que j'aimais pour faire valoir son argument. Et cela a fonctionné mieux venant d'elle que cela n'aurait jamais pu venir de lui. Petite pause dans le récit. Si vous appréciez ces histoires,
pensez à écouter notre émission Spotify, dont le lien se trouve dans la description, pour un accès anticipé à de nouvelles histoires et une meilleure qualité audio. Maintenant, revenons à la vidéo. La troisième escalade est arrivée, déguisée en sympathie. En janvier 2022, j'ai insisté plus que jamais. J'ai dit à Grant que je voulais une carte de crédit à mon nom, même une petite. Même une qu'il pourrait surveiller, juste pour avoir une sorte d'empreinte financière si jamais il lui arrivait quelque chose. J'ai présenté cela comme une planification responsable. J'ai même imprimé un article sur l'importance pour les femmes de maintenir un crédit indépendant. Grant s'est assis en face de moi, à l'îlot de la cuisine, et a mis sa tête dans ses mains. Quand il a levé les yeux, ils étaient humides. « Tu n'as aucune idée de ce que c'est, » a-t-il dit, la voix brisée, de tout porter, chaque affaire, chaque appel d'investisseur, chaque employé qui a besoin que son salaire soit versé. Je me noie, Mara. Et tu me demandes d'ajouter une chose de plus à mes soucis? Je pensais que tu étais le seul endroit où je n'avais pas à jouer un rôle. Il avait l'air si sincèrement blessé que j'ai passé l'heure suivante à le réconforter, au lieu d'obtenir ma réponse. Je lui ai frotté le dos. Je lui ai dit que j'étais désolée d'ajouter de la pression. Je lui ai préparé du thé. Ce n'est que bien plus tard, en regardant les relevés bancaires avec un expert comptable judiciaire, que j'ai compris à quel point cette performance avait été absurde. Grant ne se noyait pas. En janvier 2022, selon les dossiers que Desmond Cruz allait retrouver plus tard, la firme de Grant a conclu un accord de développement à usage mixte d'une valeur de 11 millions de dollars. Et son prélèvement personnel pour ce seul trimestre s'élevait à 240 000 dollars. Il ne se noyait pas. Il jouait le rôle d'un homme qui se noie, parce qu'un homme qui se noie n'a pas à donner une carte de crédit à sa femme. Un homme qui se noie peut garder chaque dollar exactement là où il le souhaite. La quatrième escalade a été celle qui m'a finalement assez effrayée pour commencer à planifier sérieusement. À l'été 2022, j'ai eu une frayeur pour ma santé, une grosseur qui s'est avérée bénigne après 2 semaines d'attente angoissante. Mais pendant cette période, j'ai dû consulter un spécialiste hors de notre réseau d'assurance. Un coût de 1100 dollars de ma poche, rien que pour l'imagerie. Grant a payé, mais il s'est assuré que je comprenne, dans les jours qui ont suivi, ce que ce paiement m'avait coûté en termes de pouvoir. « Tu sais, je prendrai toujours soin de toi », a-t-il dit un soir, en se glissant dans le lit à côté de moi. C'est ce que fait un mari. Mais tu dois arrêter de faire ces petits coups derrière mon dos, Mara. L'histoire du compte séparé, l'histoire de la carte de crédit. Ça me donne l'impression que tu prévois de partir. Et si tu prévois de partir, j'ai besoin de le savoir, parce qu'un homme ne continue pas à payer pour l'imagerie, les avocats et tout le reste, pour quelqu'un qui a déjà un pied dehors. Il l'a dit doucement. Il l'a dit comme une marque d'inquiétude, mais j'ai parfaitement compris la forme de la phrase. Ma propre santé, mon propre corps venait d'être utilisé comme garantie dans une discussion sur mon obéissance. J'ai arrêté d'insister après cela. Pendant près d'1 an, je me suis tue, et Grant a confondu mon silence avec une reddition. Il a commencé à laisser la porte de son bureau à domicile ouverte plus souvent, négligent, de la manière spécifique que les gens adoptent lorsqu'ils croient avoir déjà gagné. C'est dans ce bureau, en mars 2023, en dépoussiérant une étagère que je touchais rarement, que j'ai vu le dossier pour la première fois. Il était glissé entre 2 livres à couverture rigide sur le droit de l'urbanisme commercial. Une simple pochette manille avec un seul mot écrit sur l'onglet, de l'écriture serrée de Grant, Sorançon. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne l'ai même pas vraiment enregistré comme étrange sur le moment, juste un dossier de travail parmi une centaine d'autres. Je ne m'en suis souvenu que plus tard, des mois plus tard, lorsque le nom Sorançon reviendrait dans ma vie et ferait exploser tout ce que je croyais comprendre de mon mariage. La 5e et dernière escalade fut celle où Grant cessa de faire semblant d'être subtil. Fin 2023, après la soirée poker où il m'avait jeté 60 dollars aux pieds, devant Colton et Beckey, j'ai fait une dernière tentative. J'ai demandé calmement, au petit déjeuner, si nous pouvions consulter ensemble un conseiller financier, juste pour avoir une idée plus claire de nos actifs combinés. Quelque chose de raisonnable, quelque chose que n'importe quel couple marié pourrait faire. Grant a posé sa tasse de café assez fort pour faire teinter la soucoupe.
Pourquoi as-tu besoin d'une image plus claire? Qu'est-ce que tu essaies de trouver exactement, Mara? Sa voix avait d'un ton que je n'avais jamais entendu diriger vers moi auparavant, quelque chose de plus proche de ce que j'imaginais être sa voix à une table de négociation avec un homme essayant de le sous-payer pour un terrain. J'ai construit ça. J'ai construit chaque parcelle de ça, avant que toi et moi ne mettions une bague à ton doigt. Tu veux une image plus claire? Trouve un travail. Gagne ta propre image. Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête. Je me suis excusée d'avoir soulevé la question pendant le petit déjeuner et je suis retournée à mon café, comme si rien ne s'était passé. À l'intérieur, quelque chose avait déjà changé définitivement. J'avais passé 5 ans à me faire dire de 100 petites manières que l'argent était le sien, et que j'avais de la chance de recevoir ce qui tombait de sa main. Ce matin-là fut la première fois qu'il le disait avec des mots aussi clairs. Les tactiques se sont accumulées après cela, s'empilant les unes sur les autres au lieu de se remplacer. Grant a commencé à garder la bonne voiture, celle avec la climatisation fiable et un système de navigation fonctionnel, garée au bureau la plupart des jours de semaine, me laissant la vieille berline qui est tombée en panne 2 fois cet hiver-là, sur un parking de Harris Teeter. Quand j'ai mentionné qu'elle avait besoin d'une nouvelle batterie, il a dit qu'il allait s'en occuper et ne l'a jamais fait. Et j'ai appris à organiser mes courses autour d'une voiture qui pouvait ou non démarrer. Il a commencé par demander nonchalamment, puis de manière moins décontractée, à qui j'avais envoyé des messages lorsque mon téléphone s'allumait pendant le dîner, jetant un coup d'œil à l'écran depuis l'autre bout de la table, d'une manière qui m'a fait commencer à le poser face cachée avant même qu'il ne s'assoie. Lorsque ma colocataire d'université, Rosalind, m'a invité à lui rendre visite à Richmond pour un week-end ce novembre-là, Grant ne l'a pas carrément interdit. Il a simplement demandé, avec une douceur blessée que je reconnaissais alors comme un outil plutôt qu'un sentiment, est-ce vraiment le meilleur moment, avec tout ce qui se passe au cabinet? J'aurais vraiment besoin de toi ici. J'ai annulé le voyage. J'ai dit à Rosalind que je ne me sentais pas bien. Je ne l'ai pas revu en personne depuis. Avec le recul, je comprends maintenant que l'isolement s'annonce rarement comme tel. Il arrive sous la forme d'une voiture qui n'est jamais réparée, d'un voyage de week-end qui ne semble jamais être le bon moment, d'un téléphone que l'on regarde furtivement de l'autre bout de la table, jusqu'à ce que vous commenciez à le cacher vous-même, avant même qu'on ne vous le demande. Au moment où je me suis assise en face de Grant, lors de ce petit déjeuner, fin 2023, et que je l'ai entendu me dire d'aller gagner ma propre image, j'avais déjà passé la majeure partie d'une année sans une seule visite nocturne à quiconque m'aimait et ne lui répondait pas en premier. C'était le matin où j'ai cessé d'espérer que les choses s'amélioreraient et où j'ai commencé à planifier discrètement, méthodiquement, ma sortie. Je me suis donné 8 mois. J'avais déjà commencé les préparatifs l'année précédente, mais cette conversation au petit déjeuner fut le moment où le plan cessa d'être une fantaisie privée et devint un compte à rebours. 3 ans plus tôt, en 2021, pendant que Grant dormait du sommeil profond et tranquille d'un homme qui ne s'est jamais une seule fois demandé si le sol sous lui était solide, j'avais commencé à apprendre la tenue de livre. Je le faisais à l'îlot de la cuisine, à minuit, avec le volume de mon ordinateur portable complètement baissé, suivant des cours en ligne destinés aux personnes qui voulaient créer de petites entreprises. À l'automne 2022, j'avais une certification en tenue de livre et une petite liste croissante de clients indépendants, principalement des entrepreneurs locaux et une toiletteuse pour chiens qui me payaient en espèces et en recommandations. J'ai ouvert un compte dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville, à Matthews, à 20 minutes de notre maison, un endroit où Grant n'aurait jamais eu de raison de mettre les pieds. Chaque dollar de freelance y allait directement. Je ne l'ai jamais touché, je n'ai jamais laissé le solde apparaître là où Grant aurait pu l'apercevoir. Je n'ai même jamais acheté un café avec cette carte devant lui. Grant croyait, pour autant que je puisse en juger, que mes journées étaient passées à nettoyer la maison et à attendre que son emploi du temps se libère pour moi. Il n'a jamais demandé ce que je faisais de mon temps. C'est cela, plus que toute autre chose, qui m'a permis de disparaître si complètement sans qu'il le remarque. En juillet 2024, j'avais économisé 18 000 $, suffisamment pour un dépôt de garantie, 3 mois de loyer pour un modeste appartement d'une chambre, et les honoraires d'un avocat. J'ai trouvé Sawyer Kent grâce à la recommandation d'une femme de mon ancien cercle marketing, qui avait elle-même divorcé 2 ans auparavant. Je l'ai rencontrée une fois,
discrètement, pendant une pause déjeuner, en disant à Grant que c'était un rendez-vous chez le dentiste, et je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, puis a prononcé la phrase qui m'a finalement fait croire que je n'étais pas folle, c'est un schéma d'abus économique. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Ce que vous décrivez a un nom. Je suis parti un mardi matin d'août, pendant que Grant était à une clôture de dossier à Rock Hill, ce qui le retiendrait jusqu'au soir. J'ai emballé seulement ce qui m'appartenait, 2 valises et une boîte de livres. Rien de la maison. Rien qui puisse jamais être considéré comme le sien. J'ai laissé ma bague de mariage sur le comptoir de la cuisine. À côté, j'ai disposé de l'argent liquide, chaque dollar que je pouvais retracer qu'il m'avait jeté ce mois-là. Compté à l'exact dollar près, plié soigneusement au lieu d'être froissé. Mon mot disait 4 mots, garde la monnaie. Il a appelé 4 heures plus tard, et j'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, surtout pour voir si mes mains trembleraient. Elles ne l'ont pas fait. Tu n'es rien sans moi, a-t-il dit, sa voix montant déjà vers un registre que je ne lui avais jamais entendu. Quelque chose de dérangé sous le vernis. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Tu n'as pas de travail, pas de crédit, pas d'argent, rien. Tu penses que tu vas survivre là-bas sans moi? Tu reviendras dans une semaine, a supplié. J'ai raccroché pendant qu'il parlait encore et j'ai bloqué son numéro avant de poser le téléphone. Sawyer a jeté un œil au relevé bancaire que j'avais réussi à photographier au fil des ans, capture d'écran du compte joint auquel je n'avais plus accès, registre de chaque retrait, de chaque dépôt, de chaque prélèvement trimestriel dont Grant s'était vanté lors de dîner. C'est pire que ce que je pensais, a-t-il dit. Je veux faire appel à un expert comptable judiciaire avant de déposer quoi que ce soit. Je veux avoir le tableau complet avant que Grant ne sache que nous enquêtons. Desmond Cruz était un homme calme et précis, qui parlait avec la cadence mesurée de quelqu'un qui a appris que les chiffres, contrairement aux gens, ne vous mentent jamais intentionnellement. Il a passé 6 semaines à tirer les ficelles. Ce qu'il a trouvé, même lors de cette première analyse, a figé Sawyer lors de notre appel téléphonique. Le genre d'immobilité qui me tordait l'estomac avant même qu'il ne parle. Grant cachait de l'argent depuis des années. Il y avait un compte offshore aux îles Caïmans, ouvert en 2019, qui détournait environ 40 000 $ par an, hors de portée de toute déclaration conjointe. Il y avait 3 sociétés écrans enregistrées dans le Delaware, des holdings avec des noms qui ne signifiaient rien pour moi, existant uniquement pour recevoir des honoraires de conseil pour les affaires que Grant concluait, et pour rendre ce revenu invisible à l'IRS et à moi-même. Rien de tout cela n'a été déclaré, m'a dit Desmond au téléphone, sa voix plate, empreinte de l'incrédulité particulière d'un homme qui a vu beaucoup de malhonnêteté financière et qui trouve encore une partie impressionnante. Pas sur vos déclarations conjointes. Nulle part. Votre mari a construit une seconde vie financière depuis au moins 5 ans, Mara, parallèle à celle qu'il vous montrait. La réaction de Grant à la signification des documents fut immédiate et physique. Il s'est présenté à mon immeuble à 11 heures du soir, début septembre, frappant à ma porte si fort qu'un voisin, 2 appartements plus loin, a entrouvert sa porte pour regarder. « Ouvre cette porte, voleuse » a-t-il crié, assez fort pour que je l'entende à travers le mur, par-dessus les battements de mon propre cœur. « Tu crois que tu peux juste prendre mon argent et disparaître? Je vais te ruiner. » J'ai appelé la police, mes mains tremblant si fort que j'ai dû répéter mon adresse 2 fois. Ils sont arrivés en 11 minutes et l'ont fait descendre de mon Porsche, menotté, tandis que 3 groupes de voisins regardaient depuis leurs portes entr'ouvertes et leurs fenêtres obscures. Un juge m'a accordé une ordonnance de protection d'urgence dans la semaine, et une permanente un mois plus tard, après une audience où Grant était assis en face, me regardant avec fureur, comme si c'était moi qui avais tout brisé. Vivien a appelé 2 jours après le rapport de police. Elle pleurait avant même que je ne dise bonjour. « Tu détruis cette famille », a-t-elle dit. « Comprends-tu ce que tu lui fais? Ce que tu nous fais? » Je lui ai dit calmement exactement ce que son fils avait fait. Je lui ai parlé des billets à mes pieds, de m'être agenouillé sur le sol de ma propre cuisine devant ses amis, de 6 ans passés à recevoir de l'argent comme si j'étais une mendiante devant un restaurant, au lieu d'être sa femme. Il y a eu un long silence en ligne. Puis elle a dit, « C'est juste comme ça que les hommes montrent leur affection, Mara. » Harold était pareil.
on apprend à vivre avec. J'ai raccroché le téléphone et je n'ai plus répondu à ses appels pendant des mois. Grant a violé l'ordonnance de protection 2 fois en octobre. Une fois en se présentant au supermarché que je fréquentais et en restant près de l'entrée jusqu'à ce qu'un employé lui demande de partir. Une fois en faisant livrer par Colton Marsh une lettre manuscrite à ma porte d'appartement, me suppliant d'arrêter cela avant que ça n'aille trop loin. Chaque violation est allée directement à Sawyer, qui a déposé une requête à chaque fois. Et chaque requête a rendu la patience du juge visiblement plus mince. Pendant ce temps, Desmond a continué à creuser et le chiffre a continué à grimper. Ce qui avait commencé comme une estimation de 300 000 $ en actifs non divulgués est devenu 500 000 $ à la mi-octobre. L'avocate de Grant, une femme vive, à l'air épuisée, nommée Priya Anand, a contacté Sawyer 2 fois, essayant de négocier un règlement discret et modeste, espérant clore l'affaire avant que quiconque en dehors de nous 4 ne voie les vrais chiffres. J'ai dit non à Sawyer les 2 fois. Je voulais que la vérité soit inscrite au procès-verbal, dans une salle d'audience où les partenaires commerciaux de Grant, ses amis golfeurs et tous ceux qui avaient ri pendant que je ramassais des billets par terre, pourraient entendre en détail exactement quel genre d'homme ils avaient côtoyé en riant pendant des années. Nous nous sommes assis en face l'un de l'autre lors de la médiation, un mardi fin octobre, une longue table de conférence entre nous, au cabinet de Sawyer, en centre-ville. Grant est entré, portant un costume que je reconnaissais, tapotant le cadran d'une montre de 18 000 $, comme s'il avait un endroit plus important où être. Il m'a à peine regardé quand Sawyer a posé le premier relevé bancaire sur la table entre nous. Au 3e relevé, sa mâchoire était tellement serrée qu'un muscle sautait près de son oreille. Au 5e, j'ai vu ses mains posées sur la table commencer à trembler légèrement. Priya a demandé une pause de 15 minutes. À travers la mince cloison de la salle de conférence, j'ai entendu la voix de Grant monter et se briser, s'accrochant à un seul mot, ruiné. Il n'arrêtait pas de le répéter, ruiné. 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 Comme un homme découvrant la gravité pour la première fois. L'audience finale était fixée à un jeudi de novembre. La nuit précédente, Desmond m'a appelé à 21h15, et quelque chose dans sa voix était différent. Plus tendu que son calme clinique habituel. J'ai trouvé autre chose, a-t-il dit. Quelque chose de plus grand que le compte offshore, plus grand que les sociétés écrans. Vous devez voir cela avant demain matin. Je lui ai demandé ce que c'était, ma poitrine se glaçant d'une manière que je ne pouvais pas encore m'expliquer. Il est resté silencieux pendant 3 secondes complètes, une éternité au téléphone. Puis il a prononcé un nom, Sorenson. Je me suis souvenu instantanément du dossier, celui que j'avais vu 1 an et demi plus tôt, glissé entre des livres à couverture rigide dans le bureau à domicile de Grant, l'onglet manille simple écrit de son écriture serrée. Mon téléphone a vibré avec un fichier entrant, avant que Desmond ne puisse ajouter un mot, et je l'ai ouvert avec des mains complètement engourdies. Sorenson Consulting LLC avait été enregistré dans le Delaware en janvier 2020, 18 mois après notre mariage. Son agent enregistré désigné menait, à travers 2 autres couches d'écran que Desmond avait passé toute la soirée à démêler, à une femme nommée Paige Sorenson. Je connaissais ce nom. Je l'avais rencontré 2 fois brièvement aux fêtes d'entreprise de Grant. Présenté les 2 fois comme « mon bras droit au bureau », une femme vive et raffinée, quelques années plus jeune que moi, qui s'occupait de la logistique de ses affaires de développement raclement de gorge. Je me suis souvenu, avec une étrange secousse, que lors de la 2e fête, en décembre 2022, elle portait un bracelet de perles qui ressemblait presque exactement à celui pour lequel je m'étais agenouillé dans le sable à Providencial. Et je me suis souvenu avoir pensé brièvement et inutilement que c'était une étrange coïncidence, avant de laisser tomber. Ce n'était pas une coïncidence. Selon les dossiers que Desmond avait extraits, Sorenson Consulting LLC avait reçu plus de 300 000 $ en honoraires de conseil des sociétés écrans de Grant depuis 2020, sans que rien de cela ne corresponde à un travail de conseil réel que Desmond ait pu vérifier. L'argent est passé des transactions de développement de Grant aux sociétés écrans, puis à Sorenson Consulting, et de là à un paiement hypothécaire pour un condo de 2 chambres, dans le sud de Charlotte, acheté en avril 2021, au seul nom de Paige Sorenson. Les registres de propriété montraient un 2e nom ajouté au ménage à cette adresse en 2022.
Le nom d'un enfant apparaissait sur un formulaire d'inscription à la garderie, que Desmond avait localisé grâce à une demande de documents liée à une requête de garde que Paige elle-même avait déposée contre un autre homme des années auparavant. Un dossier qui avait étrangement listé Grant Callaway comme contact d'urgence. J'étais assise au bord de mon lit à 21h40, mon téléphone illuminant mes mains, et j'ai compris d'un coup, dans une vague nauséeuse, ce qu'avaient réellement été 6 années de mon mariage. Grant n'avait pas été un homme contrôlant qui aimait simplement l'argent plus que la générosité. Il avait construit une vie entière en parallèle, une femme et un enfant dans un condo à 20 minutes de la maison où j'habitais. Financé par de l'argent qu'il m'avait dit, à maintes reprises, ne pas avoir à dépenser. Chaque billet de $20 jeté à mes pieds, chaque dispute à propos d'une carte de crédit, chaque performance larmoyante sur la pression de tout porter seul, avait été un mensonge empilé sur un autre mensonge, protégeant une fortune qu'il versait activement à une autre famille, tandis que la mienne mourait de faim, à la fois pour l'approbation et pour les courses. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là, pas tout de suite. Je suis restée très immobile et j'ai lu le dossier 2 fois, puis une 3e fois, mémorisant les dates comme Desmond me l'avait appris, parce que les dates étaient ce qui compterait le plus devant un tribunal. Puis j'ai appelé Sawyer et je lui ai lu le dossier ligne par ligne, ma voix plus stable que je ne m'y attendais. Nous utiliserons ça demain, a-t-il dit. Tout. J'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser au dossier dans le bureau de Grant, aux mots Sorançon écrits de son écriture serrée, posés là, à la vue de tous, pendant 1 an et demi, tandis que je dépoussiérais autour, sans jamais soupçonner que la réponse à chaque humiliation que j'avais avalée était cachée entre 2 livres à couverture rigide, à 3 pieds de l'endroit où il dormait chaque nuit à côté de moi. L'audience du jeudi a eu lieu dans une salle d'audience, au 4e étage du palais de justice du comté de Mecklembourg. Une pièce simple, avec un éclairage fluorescent qui donnait à chacun l'air légèrement malade. Vivien était là, assise raidement au 2e rang derrière Grant, son sac à main sur ses genoux comme un bouclier. Priya Anand était assise à côté de Grant, à la table de la défense, et j'ai observé sa posture au moment où elle a ouvert le dossier que Sawyer avait envoyé ce matin-là, par courtoisie, une divulgation requise avant le début de l'audience. Sa colonne vertébrale est devenue rigide. Elle s'est tournée et a dit quelque chose à Grant d'une voix basse et urgente, et j'ai vu la couleur disparaître de son visage en temps réel, je l'ai vue se tourner pour la regarder comme si elle l'avait giflé. Sawyer a construit l'affaire méthodiquement. Il a commencé par le compte offshore, les 6 années de revenus non divulgués des sociétés écrans, totalisant, selon le décompte final de Desmond, $540 000. Il a guidé le juge à travers chaque transfert avec une patience qui semblait presque chirurgicale. Des dates alignées contre des dates, des dépôts recoupés avec les mêmes trimestres où Grant m'avait dit, à l'îlot de notre cuisine, que l'argent était trop serré pour une carte de crédit. Grant est resté assis pendant cette partie, la mâchoire serrée, fixant droit devant lui, la posture d'un homme absorbant une perte dont il croyait encore pouvoir se remettre. Priya prenait des notes sans lever les yeux, son stylo bougeant plus vite à mesure que les chiffres défilaient. Puis Sawyer a dit, « Votre honneur, j'aimerais déposer comme preuve des documents concernant Sorançon Consulting LLC. » J'ai vu la tête de Grant tourner lentement et mécaniquement vers notre table. Pour la première fois en 6 ans de mariage, j'ai vu une vraie peur traverser son visage. Pas une peur jouée, pas la peur de l'homme blessé qui se noie, qu'il avait utilisé contre moi sur les îlots de cuisine et les tables de petit déjeuner, mais quelque chose de brut et d'imprévu. Sawyer l'a exposé clairement, la LLC, le condo, les paiements hypothécaires, l'inscription de l'enfant à la garderie, le dépôt de contact d'urgence. Il n'a pas fait de commentaires. Il n'en avait pas besoin. Les chiffres ont fait le travail d'eux-mêmes, comme Desmond l'avait toujours dit. Derrière moi, j'ai entendu Vivien émettre un son que je n'avais jamais entendu une femme adulte faire auparavant. Quelque chose entre un halètement et un sanglot, coupé presque immédiatement, comme si elle essayait de le ravaler. « Madame Callaway, » a dit le juge, s'adressant à Priya, « votre client souhaite-t-il répondre ?» Grant s'est levé avant que Priya ne puisse répondre pour lui, ce qu'elle n'avait manifestement pas voulu qu'il fasse. « Ce n'est pas ce que ça a l'air, » a-t-il dit, sa voix trop forte pour la pièce. Paige est une employée. Les honoraires de conseil étaient des dépenses commerciales légitimes. Je ne sais rien de l'inscription d'un enfant. Ça n'a rien à voir avec moi.
Monsieur Callaway, a dit le juge, vous êtes listé comme contact d'urgence sur un dossier de garde lié à cette adresse. La bouche de Grant s'est ouverte et refermée. Pour la première fois depuis que je le connaissais, je l'ai vu n'avoir rien à dire. J'avais demandé à Sawyer auparavant si je pouvais parler directement, et il m'avait dit, les juges le permettent rarement lors d'une audience financière, à moins d'y être invité. Mais si le moment venait, il fallait être bref et laisser les faits porter le poids, plutôt que la colère. Le juge, de manière inhabituelle, s'est tourné vers moi vers la fin et m'a demandé si j'avais quelque chose à ajouter au dossier. Je me suis levée. Mes mains étaient stables, d'une manière qui m'a surprise. Pendant 6 ans, ai-je dit, mon mari m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour que j'aie une carte de crédit, un compte d'épargne, ou même $60 pour les courses sans le lui demander. Parfois à genoux, devant ses amis, parce qu'il aimait me les jeter aux pieds au lieu de me les donner. Il me disait cela pendant qu'il payait pour un deuxième foyer, à 20 minutes d'une autre. Il a laissé sa propre mère croire que c'était moi qui détruisais cette famille. J'ai regardé Vivien alors, juste une fois, non pas avec cruauté, juste pour qu'elle sache que je l'avais vue. Je ne demande pas de vengeance à cette cour. Je demande ce qui était légalement à moi pendant tout ce temps. L'argent. J'ai des documents montrant qu'il a caché des fonds dans des comptes auxquels je n'ai jamais eu accès, tout en me disant que je devais être reconnaissante pour ce qui tombait par terre. La salle d'audience est restée silencieuse un long moment. Grant ne me regardait pas. Priya avait sa main appuyée à plat contre son front, le geste universel d'une avocate voyant une affaire qu'elle ne peut plus gagner lui échapper complètement. Le juge m'a remercié et a déclaré que le tribunal suspendrait la séance pour examiner les nouvelles preuves avant de rendre de nouvelles ordonnances concernant la division des biens, et de renvoyer séparément l'affaire à l'agence appropriée, compte tenu des revenus non déclarés apparents. Dehors, dans le couloir, pendant la suspension, Colton Marsh m'a abordé. Le même homme qui avait sifflé et ri la nuit où Grant m'avait jeté $60 aux pieds devant lui. Il paraissait plus petit sous la lumière fluorescente du palais de justice que jamais il ne l'avait été dans notre salon. Je ne savais pas, a-t-il dit, pour tout ça, l'autre femme. Je jure que je ne savais pas, Mara. Je l'ai cru concernant l'affaire. Je ne lui ai pas dit que je n'avais pas besoin de son absolution pour la partie qu'il connaissait, la partie où il avait ri pendant que je m'agenouillais sur le sol de ma propre cuisine. J'ai simplement hoché la tête et je suis passé devant lui pour trouver un banc où m'asseoir, avant que mes jambes ne refusent de me soutenir. Les semaines après l'audience sont passées vite par endroits, et douloureusement lentement par d'autres. Le tribunal a gelé les actifs liés aux sociétés écrans, en attendant un audit complet, et la firme de développement de Grant, déjà à bout de souffle à cause de 2 projets qui avaient dépassé leur budget cette année-là, a perdu son principal investisseur institutionnel dans les 11 jours suivant l'arrivée de l'histoire dans la presse économique locale. Un journaliste du Charlotte Business Journal avait mis la main sur les documents judiciaires, devenus publics à ce moment-là, et a publié un article avec le titre « Les actifs cachés d'un promoteur incluent un second foyer et des revenus non déclarés ». Une fois qu'un média l'a publié, 2 autres l'ont repris dans la semaine. Le nom de Grant, celui que les gens prononçaient comme s'il signifiait quelque chose, a commencé à signifier quelque chose de très différent à chaque table de dîner dans l'industrie. Vivien m'a appelé en décembre, 6 semaines après l'audience. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, sa voix a sonné plus vieille que je ne m'en souvenais, plus faible. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit, et je l'ai laissé dans le silence un instant avant de répondre quoi que ce soit. Je t'ai dit qu'un argent séparé signifiait qu'un mariage était déjà à mi-chemin du divorce. Je t'ai dit qu'Harold et moi ne nous cachions rien. Ce n'était pas vrai, Mara. Harold m'a caché des choses toute ma vie. Petites choses, grandes choses. Et j'ai appelé ça de l'amour parce que je ne savais pas comment appeler autrement 34 ans de mon propre silence. J'ai appris à mon fils à faire exactement ce que son père m'a fait. Je suis tellement désolée. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle le dise, et je le pensais, bien que l'appréciation et le pardon ne soient pas la même chose, et je n'étais pas encore prête à lui promettre le second. Ce qu'elle avait dit d'un petit enfant qu'elle ignorait exister un garçon, ai-je appris plus tard, pas encore âgé de 3 ans, gardé dans un condo à 20 minutes de chez elle avait clairement brisé quelque chose en elle qu'aucune de ses excuses envers moi ne pourrait entièrement réparer.
Ma sœur Dana est devenue la personne que j'appelais chaque soir cet automne-là. Parfois, juste pour ne rien dire du tout, juste pour avoir quelqu'un qui respirait à l'autre bout de la ligne pendant que j'étais assise dans mon nouvel appartement, entourée de cartons que je n'avais pas encore entièrement déballés. Elle était venue de Savannah 2 fois. Une fois juste après que j'ai quitté Grant, et une fois pendant la semaine de l'audience. Les 2 fois, elle était arrivée avec des courses qu'elle avait achetées et payées elle-même, glissant le reçu sur le comptoir sans un mot, juste pour que je sache, sans que l'une de nous le dise à voix haute, que l'argent pouvait être remis à une personne sans lui être jeté. Colton et Beckett se sont tous deux éloignés de Grant dans le mois. Non pas par loyauté envers moi, je pense, mais par la particularité de l'autopréservation d'hommes qui ont soudain compris que rire avec quelqu'un pouvait un jour ressembler à de la complicité sur le papier. J'ai appris par Dana, qu'il avait entendu par un ami commun, que Beckett avait dit à quelqu'un lors d'une autre partie de poker qu'il avait toujours pensé que quelque chose n'allait pas dans la façon dont Grant me traitait. Une phrase qui est arrivée 8 mois et un scandale public plus tard, trop tard pour signifier grand-chose, bien que je l'ai noté quand même, de la même manière que l'on note le temps après qu'une tempête a déjà traversé et ravagé tout ce qu'elle devait ravager. Grant a fait 2 tentatives désespérées dans les mois qui ont suivi, toutes 2 aggravant sa situation. En décembre, il a essayé de transférer le solde restant de l'une des sociétés écrans du Delaware vers un nouveau compte, avant que la Cour ne puisse le saisir. Un mouvement que Desmond a repéré en quelques jours, en surveillant les comptes exacts qu'il avait déjà passé des mois à cartographier. Sawyer a déposé une requête d'urgence, et le juge, déjà frustré par 2 violations d'ordonnances précédentes, a déclaré Grant coupable d'outrage et a ordonné la restitution des fonds avec une pénalité supplémentaire. En janvier, Grant a tenté une tactique entièrement différente, m'appelant directement malgré l'ordonnance de protection en vigueur. Pas en hurlant cette fois, mais en plaidant. Sa voix était petite, d'une manière que je ne lui avais sincèrement jamais entendue auparavant. « J'irai en thérapie », a-t-il dit. « Je vais arranger ça. » Paix ne signifie rien. C'était une erreur qui a dégénéré. J'ai paniqué. Je ne savais pas comment l'annuler une fois que ça avait commencé. Je t'aime toujours, Mara. S'il te plaît. J'ai enregistré l'appel comme Sawyer me l'avait demandé de faire pour tout contact, et j'ai raccroché sans lui répondre. Et cet enregistrement est devenu la base d'une 2e accusation de violation, qui a entraîné une courte peine avec sursis et un avertissement formel selon lequel tout contact ultérieur signifierait une peine de prison. Thanksgiving cette année-là est tombé 3 semaines après l'audience, et c'est devenu son propre petit champ de bataille. Vivien avait toujours organisé chaque année de mon mariage une longue table chez elle, à Myers Park, avec une dinde que Grant sculptait lui-même, une tradition dont il était fier, de la manière performative spécifique dont il était fier de la plupart des choses. Cette année-là, Dana m'a appelé le mardi précédent pour me demander prudemment si j'y allais, puisque Grant y serait évidemment, et que les réunions de famille dans l'orbite Callaway m'incluaient encore techniquement sur le papier pour quelques mois de plus. Je lui ai dit que je n'y allais pas, et elle a répondu, « Bien. Viens plutôt à Savannah. » Et je l'ai fait. Et ce fut le premier Thanksgiving dans 6 ans où personne ne m'a rien donné plié, froissé ou compté. Mon beau-frère a fait griller une dinde sur le porche arrière et m'a laissé la découper moi-même, mal, en riant tout le temps, et personne n'a regardé pour voir si je le faisais correctement. La firme de Grant a formellement dissous sa structure de partenariat en février, après que ces 2 partenaires institutionnels restant des hommes que j'avais rencontrés exactement 2 fois lors de fêtes de fin d'année et jamais par leur nom complet ont discrètement racheté sa participation pour une fraction de ce que la firme avait valu 18 mois plus tôt. J'en ai entendu parler par Colton, de toutes les personnes, qui m'a envoyé un SMS de nulle part pour me dire qu'il pensait que je voudrais savoir. Un geste étrange et non sollicité que je ne peux toujours pas entièrement expliquer, sauf pour deviner qu'une partie de lui avait besoin de se prouver qu'il avait choisi le bon camp, même 8 mois trop tard pour que cela compte. Grant a gardé la maison. Il a vendu le bateau au printemps. En été, selon l'ami commun de Dana, il louait un appartement de 2 chambres dans un complexe près du boulevard Indépendance, le même type de complexe, ai-je noté avec un sentiment que je ne pouvais pas entièrement nommer, que celui dans lequel j'avais emménagé la nuit où je l'ai quitté. Il y a eu un moment, fin janvier, alors que j'étais assise seule dans mon appartement,
une tasse de thé refroidissant sur le comptoir, où la colère a finalement cédé la place à quelque chose de plus calme et de plus triste en dessous. Je me suis retrouvée à penser non pas à Grant le menteur, l'homme aux sociétés écrans et au deuxième condo, mais à Grant, le promoteur de 26 ans qui m'appelait à 9 heures du matin juste pour entendre ma voix avant que l'un de nous n'ait commencé sa journée. L'homme qui avait pleuré, réellement pleuré à notre mariage, quand j'avais descendu l'allée de ce vignoble d'Asheville. J'ai pleuré cet homme, cette version de lui. Ou peut-être que j'ai pleuré la version de moi-même qui croyait qu'il était réel, permanent et sûr. Je me suis permise de pleurer exactement une fois à ce sujet, assise sur le sol de ma cuisine, le même genre de sol sur lequel je m'agenouillais pour l'argent des courses. Sauf que cette fois, personne ne regardait, personne ne riait, et le sol m'appartenait entièrement. Les complications financières se sont étirées tout l'hiver et jusqu'au printemps. Parce que le revenu de Grant avait été si minutieusement caché pendant des années, le règlement du divorce a nécessité une reconstruction médico-légale complète de 6 ans de finances matrimoniales, un processus que Desmond m'a décrit, à moitié en plaisantant, comme de l'archéologie avec des feuilles de calcul. Il y avait des implications fiscales que ni l'un ni l'autre n'avions anticipées, une enquête de l'IRS ouverte indépendamment une fois que les revenus non déclarés sont devenus une question de dossier public, et une longue dispute sur la maison de Charlotte, que Grant voulait garder et pour laquelle je n'avais finalement aucun intérêt à me battre, car je n'avais jamais eu l'impression qu'elle m'appartenait au départ. Ce pourquoi je me suis battue, et ce que Sawyer m'a obtenu en avril, c'était 52% des actifs matrimoniaux découverts, un chiffre que la juge a explicitement lié à ce qu'elle a appelé, dans son ordonnance écrite, un modèle documenté et soutenu de contrôle financier conçu pour masquer le patrimoine marital à la demanderesse. Paige Sorançon, quant à elle, n'a jamais été partie à notre affaire. Bien que j'ai appris de seconde main qu'elle avait entièrement quitté la firme de Grant en février et qu'elle avait déménagé avec son fils en Géorgie, pour être près de sa propre famille. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne l'ai jamais voulu. Quel que soit le deuil compliqué qu'elle portait concernant la forme de sa propre relation avec Grant, cela lui appartenait, pas à moi, et j'ai constaté, quelque peu à ma propre surprise, que je ne la haïssais pas. J'espérais surtout, de la manière détachée dont on espère pour un étranger, que son fils grandirait dans un environnement plus stable que celui dans lequel il était né. L'alliée la plus inattendue que j'ai trouvée au cours de ces mois n'était personne que j'aurais prédit. Rosalind, mon ancienne colocataire d'université de Richmond, celle pour qui j'avais annulé cette visite de week-end en 2023, m'a contacté début décembre après avoir vu l'article du journal économique partagé par un ami commun. Je ne lui avais pas parlé depuis presque 2 ans à ce moment-là. Et je me souviens avoir regardé son message longtemps avant d'y répondre, m'attendant à moitié à un jugement que je ne pensais pas avoir l'énergie d'absorber. Au lieu de cela, elle a écrit « Je me suis toujours demandé pourquoi tu ne venais plus. Je ne te demande pas de l'expliquer. Je veux juste que tu saches que j'ai une chambre d'amis et qu'elle est à toi quand tu veux. » J'ai pleuré en lisant ce message, d'une manière que je n'avais pas pleuré pendant les procédures judiciaires elles-mêmes. Le chagrin spécifique de réaliser à quel point j'avais laissé Grant effacer silencieusement de ma vie une amitié ordinaire, sans jamais qu'on me dise directement de l'effacer. J'ai commencé à voir un thérapeute moi-même en janvier, une femme nommée Hélène Brox, spécialisée dans le rétablissement après un abus financier. Quelqu'un que Sawyer m'avait recommandé après m'avoir vu assister à 4 mois d'audience avec ce qu'il m'a dit plus tard être un calme alarmant pour quelqu'un qui devrait probablement s'effondrer. Hélène a été la première personne à utiliser l'expression « contrôle coercitif » d'une manière qui a fait que toute la structure de mon mariage s'est mise en place d'un coup, comme une clé tournant dans une serrure dont j'ignorais l'existence. Elle m'a dit quelque chose lors de notre 3e séance, auquel je pense encore. Les billets par terre n'ont jamais vraiment été une question d'argent, a-t-elle dit. C'était une répétition. Chaque fois que vous vous agenouillez pour les ramasser, vous vous entraîniez à croire que vous aviez votre place là, en bas. C'est ce qu'il vous entraînait réellement à faire. Je n'ai pas pleuré pendant cette séance non plus. Je me suis simplement assise avec ça, le retournant dans ma tête, comprenant pour la première fois que l'argent avait toujours été la partie la moins importante de ce que Grant m'avait pris. Les complications légales ont continué à se dérouler tout au long du printemps, d'une manière qui a mis ma patience à l'épreuve plus que ma détermination. L'enquête de l'IRS sur les revenus non déclarés de Grant s'est transformée en un audit formel en mars.
Et parce que nos déclarations conjointes pendant 6 ans avaient été déposées sur la base des revenus qu'il avait choisi de divulguer, mon propre nom s'est brièvement retrouvé mêlé à l'examen, avant que mon comptable, travaillant avec Desmond, ne démontre avec succès que je n'avais eu aucun accès ni connaissance des comptes cachés. Cela m'a coûté $1100 supplémentaires en frais de comptabilité et 3 semaines véritablement sans sommeil pour que mon nom soit entièrement blanchi, un petit post-scriptum amer à un mariage qui ne m'avait jamais laissé approcher de ses finances réelles, jusqu'au moment où ces finances sont devenues une responsabilité légale dont je devais personnellement prouver que je n'étais pas la cause. Le divorce a été finalisé en juin 2025, presque exactement 7 ans après ce premier bracelet sur la plage de Providencial. J'ai emménagé dans une petite maison du quartier de Plaza Midwood cet automne-là. Rien d'extravagant, un bungalow de 2 chambres avec un porche et une cuisine que j'ai peinte moi-même en un long week-end. Vert sauge, une couleur que Grant aurait qualifiée de peu pratique et que j'appelle « mienne ». J'ai transformé ma pratique de tenue de livre en une véritable entreprise constituée en société, avec maintenant 11 clients réguliers, principalement de petits entrepreneurs et 2 propriétaires de restaurants qui m'ont trouvé par des recommandations. Le même travail calme et patient que je faisais à minuit, le volume baissé pour que personne ne remarque. Personne n'a plus à ne pas remarquer. Je me suis acheté un bracelet le printemps dernier. Rien d'extravagant. Des perles enfilées à la main par une femme du marché fermier de Charlotte. $42. Je l'ai payé moi-même, j'ai donné l'argent liquide sur la table, et elle l'a enveloppé dans du papier de soie et m'a remercié. Et j'ai marché jusqu'à ma voiture et je me suis assise là pendant 1 minute, comme je l'avais fait des années plus tôt, dans cette allée, après la soirée poker. Sauf que cette fois, les larmes qui sont venues n'étaient pas dues à l'humiliation. Je ne suis toujours pas entièrement sûre de comment appeler ce que j'ai ressenti dans cette voiture. Quelque chose comme une clôture. Bien que la clôture m'ait toujours paru un mot trop soigné pour ce qui se passe réellement quand on finit enfin de guérir de quelque chose. Cela ressemblait plus à une preuve. La preuve qu'un petit objet ordinaire pouvait m'appartenir sans passer d'abord par la main de quelqu'un d'autre, sans atterrir froissé sur un sol où je devrais m'agenouiller pour l'atteindre. Vivien et moi nous parlons occasionnellement maintenant, pas souvent, un appel téléphonique tous les 1 ou 2 mois, prudent et un peu formel. 2 personnes reconstruisant quelque chose qu'aucune de nous ne fait encore entièrement confiance, mais que toutes 2 semblent vouloir malgré tout. Elle m'a dit l'hiver dernier qu'elle avait commencé à voir un thérapeute pour la première fois de sa vie, à 71 ans, et que certaines des choses qu'elle avait déballées lors de ces séances lui avaient fait reconsidérer son propre mariage avec Harold avec une clarté qu'elle avait passé 34 ans à éviter. Je ne sais pas si nous serons jamais proches, comme j'avais espéré qu'une belle-mère et moi pourrions l'être, mais je n'ai plus besoin qu'elle soit désolée pour que je puisse avancer. Et cette distinction compte plus que je ne l'avais imaginé. Dana m'appelle toujours la plupart des dimanches. Le mois dernier, elle m'a demandé gentiment si je pensais sortir à nouveau avec quelqu'un. Et je lui ai répondu honnêtement que je ne savais pas, que je n'étais pas pressée, que pour la première fois depuis presque une décennie, je m'intéressais principalement à découvrir qui j'étais quand personne ne rationnait ma valeur par incrément de $20. Elle a ri et a dit que cela ressemblait à la réponse la plus saine que je lui ai jamais donnée à propos de quoi que ce soit, et je pense qu'elle a probablement raison. Je vois toujours Hélène toutes les 2 semaines. Nous passons moins de temps maintenant à parler spécifiquement de Grant, et plus de temps à parler des résidus plus petits et plus étranges qu'il a laissés derrière lui. La façon dont je tressaille parfois encore quand un homme cherche son portefeuille trop vite près de moi. La façon dont je compte la monnaie 2 fois, par une habitude que je ne peux pas entièrement expliquer aux gens qui n'ont jamais eu à l'apprendre. Elle me dit que guérir de quelque chose comme ça n'est pas une ligne droite. Qu'il y aura un mariage auquel j'assisterai un jour, ou un dîner d'anniversaire où le mari de quelqu'un fera une blague sur le fait de jeter de l'argent sur une table et rira, et que je sentirai tout mon corps se glacer avant que mon esprit ne rattrape pour expliquer pourquoi. Elle a déjà eu raison à 2 reprises. Les 2 fois, je me suis excusée, je suis restée dans une salle de bain pendant 2 minutes et je suis ressortie plus calme que je ne m'y attendais. C'est cela, me dit-elle, à quoi ressemble réellement la guérison. Non pas l'absence de réflexe de recul, mais juste la capacité de retourner dans la pièce après. La chambre d'amis de Rosalind à Richmond est devenue quelque chose comme une 2e maison. J'y ai séjourné 4 fois maintenant, et le printemps dernier,
elle a finalement pu m'emmener au restaurant où je n'étais jamais allée en 2023, celui que Grant avait décidé, sans demander, ne valait pas un week-end de mon temps. Nous avons partagé une bouteille de vin qui coûtait 31 $, et j'en ai payé la moitié moi-même, et aucune de nous n'a pensé à mentionner ce fait à voix haute, car à ce moment-là, cela avait cessé d'être remarquable. C'est cela, plus que le règlement, plus que la salle d'audience, plus que de voir le visage de Grant pâlir devant un dossier marqué Sorançon, la fin que je voulais réellement. Non pas un triomphe, juste un mardi ordinaire où personne ne comptabilise ce que j'ai le droit de désirer. Je pense souvent à la version de cette soirée poker du vendredi soir où j'aurais pu rester silencieuse pour toujours, continuer à sourire, continuer à m'agenouiller, continuer à me dire que c'était le stress, continuer à croire qu'un homme qui m'aimait de la façon dont Grant prétendait m'aimer pouvait réellement être capable de construire toute une deuxième famille dans un condo à 20 minutes de là, pendant que je comptais l'argent des courses sur le sol de la cuisine. Je pense à combien j'ai failli, certaines années, simplement accepter que le sol était ma place. Ce qui m'a finalement sauvé n'était pas la haine, bien que j'en ai ressenti beaucoup pendant les mois où l'affaire a traîné. C'était la discipline tranquille et peu glorieuse d'un cours de tenue de livre en ligne à minuit, un compte séparé ouvert à 20 minutes de l'autre bout de la ville, et la décision prise seule, sans personne pour m'applaudir et sans personne pour me regarder, d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre me donne ma propre valeur. Je ne raconte plus cette histoire pour chercher de la sympathie. Je la raconte parce que je sais qu'il y a d'autres femmes assises exactement où j'étais assise, agenouillées sur un sol de cuisine quelque part, ramassant des billets froissés par terre et se disant « c'est juste le stress. C'est juste une mauvaise nuit. Ça ira mieux. Ça n'ira pas mieux. Pas tout seul. Ça s'améliore comme le mien l'a fait, lentement, secrètement, méthodiquement, avec un plan construit dans l'obscurité pendant que quelqu'un d'autre dort profondément à côté de vous, certain que vous serez toujours là, attendant à genoux tout ce qui tombera de sa main. Il y a aussi une version du deuil dans cette histoire, et je ne ferai pas semblant qu'il n'y en a pas. J'ai perdu cette année que je ne peux pas récupérer. Une version de moi-même qui croyait autrefois que l'amour ressemblait à être entretenu plutôt qu'à être contrôlé, et un mariage que je voulais sincèrement faire fonctionner, même après avoir eu toutes les raisons de le quitter bien plus tôt que je ne l'ai fait. Certaines nuits, je me surprends encore à regretter l'homme que je pensais avoir épousé. Non pas celui qui existait réellement, mais celui que j'avais inventé par espoir, par un toast de mariage et par un appel téléphonique à 9 h du matin. Cet homme n'a jamais été réel. Le pleurer quand même n'est pas une contradiction. C'est juste ce qui arrive quand vous voyez enfin quelqu'un clairement pour la première fois et que vous réalisez que la personne que vous avez aimée pendant 6 ans était principalement une histoire que vous vous êtes racontée pour survivre sur le sol. Je ne m'agenouille plus pour l'argent. Je ne m'agenouille pour rien que je n'ai pas choisi de m'agenouiller moi-même. Et quand je repense maintenant à cette nuit d'octobre, aux jetons qui cliquetaient, au rire de Colton, aux billets éparpillés sur le sol de ma propre cuisine, tandis que Grant souriait comme s'il avait raconté la blague la plus drôle de sa vie, je ne ressens plus la chaleur sur mon visage que je ressentais à l'époque. Je ressens quelque chose de plus proche de la distance particulièrement dure et acquise d'une femme qui s'est relevée de ce sol pour la dernière fois et n'a plus jamais eu à s'agenouiller. Les gens me demandent parfois, les quelques-uns qui connaissent toute l'histoire, si je regrette le temps qu'il m'a fallu pour partir, si j'aurais aimé trouver ce dossier marqué Sorançon plus tôt, si 6 ans ressemblent à une blessure ou à un gâchis. J'ai trouvé une réponse à laquelle je crois vraiment, chacune de ces années m'a appris quelque chose dont j'avais besoin pour partir pour de bon, au lieu de partir et de revenir, comme je sais que tant de femmes le font, ramenées par une excuse qui semble sincère les premières fois qu'on l'entend. Je ne suis pas partie parce que je haïssais enfin suffisamment Grant. Je suis partie parce que j'avais enfin construit discrètement, dollar après dollar caché, un endroit où atterrir. C'est la partie que personne ne vous dit quand vous quittez quelqu'un qui vous a convaincu que vous ne valez que ce qui tombe de sa main. Vous n'avez pas besoin de sa permission pour valoir plus. Vous avez juste besoin d'un endroit suffisamment solide pour vous tenir debout, quand vous cessez enfin d'attendre qu'il vous le donne.